Cette semaine, direction le nord-ouest du département des Vosges, à quelques kilomètres de Neufchâteau, découvrir le village dominé par le château de Bourg-les-Monts, Frebécourt et ses 334 habitants. Nous partons à la rencontre de Ludovic Guillonneau, apiculteur à la Maison de l'Abeille. En fin d'émission, activité cueillette de plantes sauvages comestibles avec Blandine Cateau. Mais tout de suite, nous débutons cette émission avec vous, Yvon Humblot. Vous êtes maire de la commune. Un deuxième mandat pour vous? Deuxième mandat, oui. Mais toujours impliqué? Oui, j'ai été impliqué depuis 1995 en tant que conseiller puis adjoint à 2 mandats. J'avais toujours le projet de faire vivre le village, d'essayer de le mettre un peu en valeur. Donc on a fait tous les enfouissements de réseaux secs, humides dans les années 2010 par là. Donc j'étais encore pas maire, donc c'est l'ancien mandat, mais j'étais quand même conseiller municipal. Et puis depuis, on a fait tout l'enfouissement des réseaux secs et puis donc l'aménagement de bourg qu'on peut voir ici. En quelques mots, le village, comment vous le décririez? Je dirais que c'est un village, c'est un village à flanc de coteau, donc dominé par le château, et puis où coule la Meuse qui se trouve derrière nous. La Meuse, donc, c'est un fleuve français qui prend naissance en Haute-Marne et qui se termine donc en Hollande, là-bas. Et alors Frebécourt, c'est aussi un patrimoine, hein, avec le château de Bourg-les-Monts notamment. Ça aussi, c'est une belle vitrine pour la commune. Alors exactement. Bon, le château de Bourg-les-Monts donc, se trouve juste sur le sommet au-dessus du village, donc à un bon kilomètre du village, et on doit avoir 80-100 mètres de dénivelé. Ce château, donc, il remonte, pour faire simple, au XIIe siècle. Il y a eu différents agrandissements. Et même récemment, donc, moi, quand j'avais 25 ou 30 ans, il y a eu une tour qui a été démolie pour laisser le château dans son jus. Et donc les propriétaires actuels, c'est la famille Deron-Chabot. Un château qu'on peut de temps en temps visiter, notamment ses jardins. Alors oui, on visite les jardins. Bon, il est question, là j'ai eu le propriétaire récemment, de faire plus de visites pendant cet été. Donc ça permettrait d'étoffer un peu la partie patrimoniale du village. Et normalement, il y aurait peut-être 5 ou 6 week-ends, c'est en cours de discussion, notamment avec l'Office du tourisme de Neufchâteau. Et donc là, il ferait visiter au moins la partie, déjà de la partie jardin, c'est sûr, mais en intérieur déjà la chapelle où il y a toutes les ancêtres qui sont là, et puis peut-être quelques pièces dans le bas du village, voilà. Dans le bas du château. Un projet en cours, alors voilà, peut-être pour cet été. Pour cet été, oui, normalement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Frebécourt, il y a tout ce qu'il faut? Oui, disons qu'on est comme tout le monde, on a le Covid qui nous bloque un petit peu, mais mis à part ça, on a l'avantage d'être à la campagne, donc, et on peut sortir régulièrement. Dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance au niveau du village. On a créé un lotissement là, il y a une dizaine d'années, il y a une super ambiance. Tous les ans, à la fête des voisins, il y en a pas eu l'an dernier, tout le monde se retrouve, il n'en manque pas un. Et un prochain moment où vous allez vous réunir, bien sûr en prenant en compte des mesures sanitaires, oui. On le précise, c'est le nettoyage de printemps que vous faites chaque année. Donc tous les ans, oui, en général fin mars, on fait le nettoyage de printemps, donc on va faire ça. Donc on commence le vendredi après-midi avec des retraités bénévoles. On va faire essentiellement le nettoyage du bord de Meuse ici, il y a un peu de taille à faire et de choses comme ça. Et puis le samedi matin, c'est plus avec, dans le cadre de la Géline, donc l'association du village, pour ramasser tous les détritus et choses et autres qu'on peut trouver sur les voies, au bord des voiries communales, quoi. Préparer le printemps et être prêt à se promener, à profiter de Frebécourt alors. Voilà, oui, on a la chance d'avoir beaucoup de chemins de randonnée. On a une ancienne voie ferrée qui a été bien aménagée et où on peut se ressourcer tranquillement, même pendant le Covid, quoi. Yvon, merci pour votre accueil ici à Frebécourt. Nous poursuivons notre découverte de la commune à la Maison de l'Abeille. Du miel bien sûr, mais pas que. Chez Ludovic Guillonneau, à la Maison de l'Abeille, on trouve également des produits dérivés, savon, vinaigre, crème. L'apiculteur propose également des ruches et même une formation pour en accueillir une. Il nous explique tout. Ludovic, merci de nous accueillir à proximité de vos ruches. Beaucoup, hein, elles sont nombreuses, on y reviendra tout à l'heure. Alors nous sommes au tout début du printemps. Actuellement, quel est le travail d'un apiculteur? À cette heure-ci, c'est de les contrôler au niveau de la nourriture, qui est très important. Parce que bon, le pollen redémarre. Et si elles n'ont pas de nourriture, justement, pour ventiler la ruche et la mettre en température, elles vont directement être trop faibles. Donc elles auront du mal à redémarrer. Donc là, nous, c'est la surveillance principale. De surveiller qu'elles aient à manger et que le développement se passe bien. Donc là, on est sur le site où vous élevez, on peut dire ça comme ça. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les étapes jusqu'à ce qu'on ait le miel. Donc sur le site là, c'est mon élevage d'essaims. C'est-à-dire que j'ai des essaims qui ont été divisés l'année dernière, quand une nouvelle reine a été mise que je fabrique. Et là, se développe, on va dire, d'ici un mois, elles passeront en ruche pour faire du miel.
Donc tous les essaims là ont été stockés l'hiver, donc je travaille avec des ruches polystyrène qui est un peu moins esthétique, mais on a très peu de pertes, c'est ça qui est important pour démarrer la saison. Et alors après, une fois qu'elles seront remises en ruche, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les grandes étapes même? Voilà, donc une fois qu'elles sont mises en ruche, on les renourrit un tout petit peu parce qu'il faut quand même entre 6 et 8 kg de miel pour faire 1 kg de cire. Donc automatiquement, une fois qu'elles passent en ruche, il y a 4 qui sont neufs, donc elles redémarrent assez vite. Une fois qu'elles s'est redéveloppée, on met une grille à reine, moi je fais toujours une grille à reine, et on met la hausse. La hausse, c'est la partie qu'on va récupérer le miel. Donc dès la partie là, on est vraiment sur le produit naturel. On met une hausse, une hausse fait à peu près 14 kg de miel. Donc si la saison s'y prête, ça peut aller très vite. Alors il y a différents types de miel en fonction du lieu. Quels sont les miels que vous proposez? Donc là on a les fruitiers, le pollen de noisetier qu'il y a eu. Le premier miel que je fais, ça sera du miel de pissenlit. Hein, donc c'est une petite quantité, mais c'est histoire d'amener une saveur. Après on va avoir les fruitiers, on va dire le colza. Le colza c'est un des miels les plus importants qu'on a à cette époque-là. Après on aura le tilleul, l'acacia, du miel de ronce. Et chaque floraison qui termine, 8 jours après je tire le miel. Donc j'essaie d'en faire le maximum sur la saison. Hein. Donc jusqu'au miel de sapin qu'on arrive au mois d'août. Ça représente combien de kilos de miel par an? Moi je sors à peu près 4 tonnes. On est en moyenne à 25 kg par ruche, 15 à 25, des fois plus. Mais on a une estimation, nous, de production de 2,5 tonnes pour 100 ruches. Pour 100 ruches, alors avec combien d'abeilles? Est-ce qu'on a une idée? On est de 10 000 abeilles au kilo, à peu près. Donc une ruche en production peut monter entre 80 et 120 000 abeilles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les bienfaits du miel? Donc la qualité du miel, c'est déjà bien pour la toux, hein, pour tout ce qui est au niveau du sucre, on est comme sur un sucre naturel déjà. On a le miel de tilleul qui va être apaisant, on a le miel d'acacia qui est très bon pour les diabétiques, on a du miel de tournesol qui est bon pour ce qui est cartilage, que chaque miel a des facultés un peu différentes, mais là-bas c'est le côté du bien-être au niveau intestin, digestion, puis au niveau du sucre. Et alors la meilleure façon de le consommer pour conserver toutes ces propriétés? C'est de le consommer toute l'année. On enlève le sucre, on met du miel. On sent dans votre discours que vous êtes un passionné et ça fait pas longtemps finalement que c'est vraiment votre métier puisque vous avez changé de métier il y a 3 ans. Moi j'étais conducteur d'engin pendant 17 ans, hein, donc j'ai fait un métier de bûcheron à la base. Et ma famille a toujours été apiculteur. Donc du coup, il y a 3 ans, j'ai décidé de tout arrêter justement pour passer ma passion en métier. Je le disais tout à l'heure, il y a le miel, mais pas que. Vous proposez d'autres produits à base de miel. Expliquez-nous un petit peu quelle est la gamme que vous proposez. Les autres produits à gamme de miel, c'est-à-dire que de moi, j'ai le pollen, hein, que je tire, on va dire, en début de saison. C'est vraiment qu'on en fait le plus, hein, parce que le pollen change aussi de qualité et moins de goût suivant la saison, hein, parce que les pollens sont différents. On a la jet royale aussi, que je fais en faisant mes cellules, comme je fais l'élevage de rennes. Donc j'en fais un peu, pas des grosses quantités. Après, je fais un peu de pain d'épices, hein, des pains d'épices. Là, je vais me lancer dans une hydromel. Après, j'ai les produits dérivés qui sont dus à la propolis que j'extrais de mes ruches, qui est revendue. Donc, on a du baume à lèvres, la crème pour les mains, des savons mais tout ça, c'est pas moi qui les fais. C'est à qui je revends ma propolis, que je prends les produits en échange. Alors, et surtout, vous accueillez aussi vous proposez même des formations pour que les personnes puissent accueillir une propre ruche. Voilà, donc dans l'élevage de rennes que je fais avec des dessins, comme vous avez là, c'est des dessins qui sont destinés à mettre en ruche pour production de miel ou alors à la vente, pour les gens qui veulent débuter ou déjà des gens qui ont des ruches et puis qui veulent renouveler leur cheptel. Alors pas besoin d'avoir de qualification particulière pour accueillir une ruche? Non, pour démarrer avec une ruche, c'est démarrer, ceux qui n'ont jamais fait, préfèrent qu'ils démarrent avec du neuf, une ruche neuve, un essaim qu'ils achètent. Au moins, on a une qualité qui est au top, qui leur permet de développer quelque chose qui va très bien marcher. Donc le conseil, c'est de commencer avec une ruche neuve, voilà. Et d'avoir quelques conseils tout de même. Voilà, quand je dis une ruche, bien souvent c'est 2, c'est pas forcer la vente, mais c'est 2, parce que s'il y en a une qui meurt, on divise, on rachète une reine, on la remet dedans, on est reparti. Ça coûte moins cher. Voilà tous les conseils pour débuter. Alors, merci Ludovic de nous avoir partagé votre passion et votre métier maintenant. Nous continuons notre émission avec Blandine Cateau. Blandine est une passionnée de plantes aromatiques. Désireuse de partager son savoir, elle propose des ateliers découvertes autour de ces plantes comestibles pour apprendre à les reconnaître, mais aussi les cuisiner. Alors Blandine, dites-nous, on est dans votre jardin. Donc on est dans mon jardin de vivaces
qui va évoluer au fil des saisons, bien entendu. Hein, c'est pas... Donc là, il est au tout début de sa végétation, mais on y admire quand même beaucoup de fleurs, hein, donc toutes les fleurs printanières. Donc on a donc les primevères. Ça annonce le printemps d'ailleurs. Donc pour dire qu'on est juste au début du printemps, voilà les fleurs de tussilage. Donc dans ce jardin, il y a beaucoup d'aromatiques, il y a du légume et il y a les plantes médicinales, qui ont un intérêt médicinal, dont le tussilage qui est une plante contre la toux. Ce qu'on commence à ramasser, voilà, c'est l'égopode, l'herbe au goûteux. Alors moi, elle démarre juste ici, mais je suis allée la cueillir en sous-bois hier. Et alors il y a une technique, il faut cueillir vraiment... Alors déjà, on cueille que ce dont on a besoin. Ce qui doit rester en terre reste en terre, ce n'est pas la peine d'arracher. La quantité dont on a besoin et uniquement la partie dont on va se servir. Et est-ce qu'il y a certaines plantes auxquelles il faut faire attention parce qu'elles ne seraient pas comestibles justement dans un jardin? Ah bah oui, il y a des plantes toxiques, bien sûr. Il y en a beaucoup. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on cueille que ce qu'on connaît. Que ce qu'on connaît. Ce qu'on identifie bien. Si on a un doute, on ne cueille pas. Ce qui pousse beaucoup, alors partout dans tous les chemins, c'est cette magnifique petite plante. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pimprenelle? Alors, c'est un merveilleux aromate. Elle a été détrônée, la pimprenelle, par le persil, en fait. Ah oui. On s'en est beaucoup servi jusqu'au Moyen-Âge. Hein. C'est pimprenelle, très bon goût de concombre, qui se mange frais, qui se mange... Voilà, alors en fromage frais aux herbes, c'est très bon, en pesto. Bien sûr, la cuisine sauvage, c'est le pissenlit. Hein. Les petites pousses fraîches et les salades sauvages. Hein, voilà, donc les jeunes pissenlits, ça c'est... l'ami du foie, on va dire. Voilà. Et le pissenlit, très on le trouve très fréquemment. On le trouve partout, on peut ramasser tous les pissenlits. Il se mange plus grand aussi, mais après ça devient amer. Vraiment là, pour la salade de pissenlit, ça c'est parfait. Blandine, on a fini la cueillette ensemble. Oui, alors expliquez-nous, peut-être on va revenir sur cette passion pour les plantes. Comment c'est venu cette passion pour les plantes sauvages? J'aime la nature depuis toujours. D'ailleurs, j'ai fait le choix de venir vivre à la campagne dès l'âge de 20 ans. Et j'aime tous ces petits bonheurs quotidiens que ça nous apporte. Après, j'ai toujours aimé glaner, j'ai toujours aimé cueillir, ramasser les plantes à tisane déjà aussi. Et au fil des ans, on se perfectionne, je veux dire, ou on s'oriente plus vers quelque chose qui tenait à cœur, c'était d'être un peu autosuffisant dans l'alimentation aussi. Et est-ce que vous avez tout appris toute seule? Comment ça s'est passé? Je suis en grande partie autodidacte. Voilà, donc j'ai beaucoup lu de livres de botanique, me suis intéressée par les revues. Et j'ai eu la chance vraiment de faire un stage auprès de François Coupland, qui est quand même l'ethnobotaniste mondialement réputé, l'émissaire des plantes sauvages sur les 5 continents. Et ça m'a bien confortée dans cette idée de poursuivre cette passion des plantes sauvages comestibles et puis de la partager maintenant avec ceux qui sont intéressés. Par le biais d'ateliers que vous proposez, avec le gîte, parce que donc Bleu et Sauvage, c'est un gîte et des ateliers. Bleu et Sauvage, le concept, c'est les gîtes d'accueil et l'animation autour des plantes sauvages comestibles. Donc on a un gîte de 2-3 personnes qui a un label Accueil Paysan. Alors quelle est la plante ou la fleur, la plante que vous préférez cueillir ou utiliser en tout cas? Alors moi je suis une passionnée de l'ortie. L'ortie, on va dire que c'est ma préférée. Déjà parce que c'est une plante, on ne peut pas se tromper en la cueillant, en la ramassant. Elle pique, c'est bien la seule plante qui pique. C'est un trésor de bienfaits, c'est un trésor pour le jardin, c'est un trésor pour nous. C'est une plante reminéralisante, c'est une plante riche en protéines, riche en oligo-éléments. C'est vraiment... Et elle se cuisine surtout de toutes les façons. Elle se mange crue, elle se mange cuite, elle se mange poêlée, elle se mange à la vapeur, elle se mange sucrée, elle se mange salée. Alors après, on passe donc à l'étape de la préparation. Comment est-ce que vous les préparez? Chaud, froid? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Les plantes se mangent crues, mais pas toutes. Il y a des plantes qui nécessitent une cuisson pour qu'elles soient comestibles, on va dire. Au printemps, on a quand même intérêt à manger des plantes crues qui sont vraiment très riches en oligo-éléments. Si on a besoin de les hacher, on va utiliser cet outil qui s'appelle une berceuse, une demi-lune, qui n'abîme pas la plante. On hache menu et on peut donc intégrer ces hachis d'herbes sauvages à des préparations comme un houmous, un fromage frais, un guacamole. Alors qu'est-ce que vous avez préparé avec les plantes que vous avez ramassées? Expliquez-nous. Donc je vous ai préparé un pesto à l'ortie. J'ai préparé un fromage frais aux herbes avec donc de la pimprenelle, de l'origan en toute petite dose, de la ciboulette, de l'aquilée, du lierre terrestre. C'est déjà pas mal. Je vous ai fait des petits crackers à l'égopode qui commencent à pousser, égopode et ortie.
partout. On va pouvoir se régaler alors. Mais avant ça, pour les téléspectateurs qui souhaiteraient aussi venir découvrir votre jardin et participer à un atelier, comment ça se passe? Les animations sont à la journée ou à la demi-journée. Mais donc, la grande activité, c'est l'animation où on part le matin avec le panier. Et on part, on fait une balade de 2-3 km, on regarde tout ce qui pousse et on cueille ce qui va nous intéresser pour la préparation d'un repas après. Donc on sait tout maintenant. Donc place à la dégustation. Place à la dégustation. Merci Blandine en tout cas pour votre accueil. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.